Nous allons poursuivre avec notre prochaine table ronde, mais avant cela, je voulais attirer votre attention sur l'affiche, donc puisque c'est un colloque donc sur la commotion dans le sport, donc directement en lien avec tous les sujets qui ont été abordés depuis ce matin. Colloque qui est organisé donc par un membre du groupe de travail dont nous vous avons parlé, donc auprès de France Alzheimer, et donc ça se passe le 13 octobre à l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous pouvez donc flasher pour avoir plus d'informations. Donc voilà, une nouvelle date à retenir. Et donc je propose que nous passions donc au sujet suivant, qui est qu'en pensent les fédérations sportives par rapport à tous les risques qui peuvent être associés donc à la pratique de certains sports. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir le professeur Roger Salamon. Je vais vous inviter à me rejoindre. Vous êtes président du comité médical de la Fédération française de rugby, et donc va nous rejoindre dans quelques minutes. Il était bloqué dans les embouteillages pour cause de visite royale, le docteur Amine Mokhtar Benouane, qui est médecin membre de la commission médicale de la Fédération française de boxe. Mais donc peut-être, professeur Salamon, je vous donne un micro. On va peut-être évoquer ensemble les risques qui sont associés au choc pour la santé de notre cerveau. Alors j'aurais une première question qui va être très directe. Est-ce qu'il existe un lien entre les chocs liés à la pratique du rugby et la maladie d'Alzheimer? On entre directement dans le vif du sujet. La question à laquelle il est très difficile de répondre. Mais je vais vous désobéir, parce que je vais essayer de répondre, mais avant, je voudrais faire une petite introduction. Bien sûr, je vous en prie. Une petite introduction depuis que je suis président du comité médical de la Fédération française de rugby, j'entends de partout parler beaucoup de la dangerosité du rugby, de la dangerosité du rugby, de la dangerosité du rugby. Je voudrais insister sur deux points. Le premier point, d'ailleurs, c'est marqué sur l'affiche là. Il y a aussi des bienfaits du rugby, du sport en général, et du rugby en particulier, particulièrement chez les jeunes. Parce qu'à côté de l'intérêt de développement physique, pour ceux qui connaissent un peu le rugby, il y a, dans le rugby chez les jeunes en particulier, un lien avec son camarade, il y a une évolution sociale qui est extrêmement favorable, psychologique aussi, et donc on va parler évidemment des risques et des dangers, mais il faut aussi connaître les bienfaits et les avantages. La deuxième raison pour laquelle je veux faire cette introduction, c'est qu'il y a dans le domaine du rugby une forme de rugby bashing, particulièrement dans les médias, qui est due au fait qu'en particulier, on a une tendance assez facilement à mélanger deux pratiques du rugby qui sont bien différentes. Il y a un rugby professionnel, ce qu'on voit à la télé, dans les matchs internationaux, dans les matchs du top 14 au niveau de la Ligue nationale professionnelle, où c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent paraître brutales. Et puis il y a 97% des joueurs de rugby qui sont dans le milieu amateur, qui n'est pas du tout pareil, sur lequel on a fait des études et je pourrais en parler, et où évidemment il y a aussi des chocs et des blessures, mais à un degré bien moindre et moins grave. Et donc ce mélange d'un seul rugby qui fait peur est un peu gênant, parce que ça peut laisser croire à des mamans en particulier que le rugby est très dangereux, et la preuve, c'est que j'ai deux fils qui ont été évidemment joueurs de rugby et qui ont à eux deux 3 garçons qui n'ont pas le droit d'aller à l'école de rugby parce que leur femme, la femme de mes fils, c'est-à-dire mes belles-filles, considèrent que c'est très dangereux après avoir vu jouer les Springboks et tout, et qu'il ne faut pas que leurs enfants, leurs fils, aillent jouer au rugby. Ça ne va pas durer parce que ça commence à échauffer un petit peu les oreilles de mes fils et de moi-même, et je pense qu'on va finir par les convaincre, de gré ou de force, mais ça vous montre la réaction. Et quand on leur dit « mais c'est pas aussi dangereux que ce que tu dis », pardon, quand on dit que c'est pas aussi dangereux que ce que tu dis, surtout chez les jeunes, elles répondent « mais tu n'as qu'à regarder la télé, et regarde ces chocs,
qui prennent, mélangeant, je le répète, un rugby professionnel, où il y a des risques du métier, j'ai envie de dire, et puis un rugby amateur, 97% des licenciés et des pratiquants sont des amateurs. Alors maintenant que j'ai dit ça, je vais pouvoir répondre à votre question. Oui, alors j'ai peut-être une autre toute petite question préalable. Voilà, préalable. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais effectivement, on a reçu ce matin un joueur de rugby amateur qui a 22 ans et qui a quand même déjà connu 3 commotions cérébrales avec, en se réveillant dans le camion de pompiers, etc. Donc c'est quand même aussi quelque chose qui est marquant. Je n'ai pas dit que dans le rugby amateur, il n'y a pas de choc. Il y en a. Ce que je dis, c'est pas la même importance quantitative ni qualitative. Et ce que je dis simplement, c'est que les gens, et je les comprends, ont tendance, quand ils parlent du rugby, à imaginer le rugby professionnel qu'ils voient à la télé. Alors je vais répondre, en fait je ne vais pas répondre à votre question puisqu'il n'y a pas de réponse, mais je vais essayer quand même. Merci. Alors ce qu'il faut savoir, mais je pense que ce matin, on vous l'a bien expliqué, parce que ce soit Jean-François Dartigues ou que ce soit Hélène Cassoux-de-Sales ou David Broge, qui est le représentant des commotions cérébrales au niveau de la fédération, je pense qu'ils vous ont bien expliqué tout ça, donc je ne veux pas trop y revenir, surtout que ce n'est pas mon domaine préféré. Moi, je suis épidémiologiste, et justement, les épidémiologistes sont très gênés par la question que vous posez. Pour une raison très simple, c'est que sur un plan épidémiologique, c'est très difficile, sinon impossible, de répondre à votre question. Sur un plan épidémiologique. Donc il y a des croyances, il y a des opinions, il y a des expériences, il y a des gens qui connaissent bien la neurologie, la physiologie, qui voient s'il y a des dépôts amyloïdes, qui voient si les commotions répétées, ça ne va pas gêner sur un plan symptomatique. Il y a beaucoup de choses, des gens qui croient beaucoup, et je n'ai rien contre les croyances, mais les épidémiologistes, eux, ils veulent démontrer, ils ne veulent pas croire. Et la démonstration de la question que vous posez, elle est extrêmement difficile. Parce qu'il faudrait soit ce qu'on appelle suivre des cohortes, c'est-à-dire suivre des joueurs qui, après avoir arrêté le rugby, ayant eu des commotions plus ou moins répétées, vont avoir un développement qu'on pourrait essayer de suivre pour voir s'ils développent ou pas des pathologies qui peuvent ressembler à Alzheimer, même si la majorité des gens pensent qu'Alzheimer n'a pas de lien. Il y a une pathologie qui s'appelle l'encéphalopathie post-traumatique, qui est autre chose qu'Alzheimer, même s'il y a des ressemblances. Et donc, pour faire ce suivi épidémiologique qui, en plus, doit être fait avec un groupe témoin qui est contrôle, c'est quasi impossible sur un plan épidémiologique. Et j'insiste sur le groupe contrôle. Vous savez qu'il y ait, en épidémiologie, là encore, je m'excuse d'y revenir, mais il est impossible de démontrer quelque chose si on n'a pas le contrôle. L'évaluation, elle est toujours comparative. Quand on évalue un médicament, c'est toujours comparativement à un autre ou à un placebo. Quand on vous demande comment ça va, c'est toujours par rapport à qui. Et donc là, il faudrait suivre des joueurs. Il faudrait suivre des gens qui ressemblent aux joueurs, mais qui ne sont pas des joueurs sur des cohortes. C'est impossible. Il y a un deuxième problème, là aussi, et je m'excuse, je ne voudrais pas faire un cours parce que ça serait complètement ridicule, c'est qu'il faut faire un distinguo entre un lien et une causalité. On peut démontrer qu'il existe des liens entre ça et ça. Ça ne veut pas dire que le ça est la cause de l'autre ça. Prenons un exemple très simple. On peut démontrer très facilement que la cigarette est liée statistiquement au cancer du poumon. C'est évident, et en plus, c'est une vraie causalité. Mais on peut aussi démontrer que le fait de boire de l'alcool, qui a un lien statistique avec le fait de fumer, même si tous les fumeurs ne sont pas alcoolisés et tous les alcooliques ne sont pas fumeurs, mais il y a un lien. Ce qui veut dire qu'il y a un lien entre le fait de boire de l'alcool et le cancer du poumon. Ce lien statistique, il existe, il n'est pas causal. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Or, et ça c'est embêtant pour le rugby, pour toutes nos questions ou pour d'autres, il y a cette confusion assez fréquente dans les journaux, dans la population, et on peut le comprendre, dès qu'on leur dit il y a un lien, c'est causal. Généralement, c'est pas vrai. Mais j'irai plus loin. Il peut avoir un lien causal
qui n'a aucun impact, ou un impact tellement faible qu'il est négligeable. Par exemple, je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la question du jour. On a fait un travail à Bordeaux dans mon laboratoire sur le lien possible entre la téléphonie mobile et le glioblastome, qui est une tumeur. Et on a trouvé dans une étude qu'il y avait un petit lien pour des gens qui, à l'interrogatoire, disaient téléphoner 10 heures par jour, j'exagère à peine, par rapport à des témoins qui ne téléphonaient pas. On a pu trouver un petit lien statistique, possiblement causal, entre l'utilisation excessive du téléphone et le glioblastome. Ce lien, il est mesuré par ce qu'on appelle un risque relatif, qui était 1,2. Le risque relatif, je vous embête, je crois, non? Mais le risque relatif, si on dit par exemple que le tabac pour le cancer du poumon a un risque relatif de 10, ça veut dire en français, il y a 10 fois plus de chances d'avoir un cancer si on fume que si on ne fume pas. Donc ici, le risque, il était 1,2, c'est à 20% de plus de chances. Un journaliste, qui est en plus un type que j'aime bien, de Bordeaux, du journal Sud-Ouest, vient me voir, et je le connais, mais monsieur Salamon, il y a eu ce papier, mon Dieu, il faut que je fasse un scoop et dire qu'il faut arrêter le téléphone. Hein. Et je lui ai posé la question que je vous pose, et je vous donne tout de suite la réponse. Hein. Je lui ai dit, mais chez quelqu'un qui ne téléphone pas à un adulte de 30 ou 40 ans, quelle est la probabilité pour qu'il ait un glioblastome? Vous ne le savez pas, mais c'est 1 sur 50 000 à peu près. D'accord? Eh bien, celui qui va téléphoner 10 heures par jour comme un fou, ça ne sera pas 1 sur 50 000, ça sera 1,2 sur 50 000. Est-ce que vous pensez qu'il faut arrêter le téléphone à cause de ça? C'est ça la mesure de l'impact. Et justement, quand on en arrive à Alzheimer et commotion, outre que personnellement, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait un lien statistique, et donc encore moins certain qu'il y ait un lien de causalité, mais quand je lis les articles qui portent sur les footballeurs américains ou quoi, et que les gens parlent d'un risque relatif qui est jamais au-dessus de 1,5, vous avez qu'à faire comme je l'ai fait, hein, pour mesurer l'impact sur quelqu'un qui va, en vieillissant, éventuellement avoir 1,5 chance de plus d'avoir un Alzheimer, sachant que d'abord, comme je l'ai dit au début, le sport, ça protège, et donc les gens vont vieillir plus longtemps s'ils font du sport, et peut-être qu'ils développeront plus. Ensuite, il y a eu beaucoup de confusion sur le diagnostic d'Alzheimer chez les joueurs de football américain, parce que dès qu'il y a eu un peu de dépôt amyloïde ou quoi, ils ont dit c'est de l'Alzheimer. Ça n'est pas vrai. D'après les neurologues, et je ne le suis pas, mais en particulier David Broge, hein, le seul sur-risque que l'on peut avoir, je ne parle pas de l'impact, c'est l'encéphalopathie post-traumatique, qui est un diagnostic précis, post-mortem d'ailleurs. Et pour l'Alzheimer, j'ai beaucoup de doutes. Alors bien sûr, c'est très médiatique, c'est plus médiatique que l'encéphalopathie post-traumatique. Il y a quand même pas mal de travaux qui se développent. Il y a pas mal de travaux qui montrent, mais voilà. Ces travaux, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de groupes témoins, ils ne font pas nécessairement la différence entre une signification statistique et une causalité, ils font encore moins l'analyse de l'impact, même s'il y a quelque chose. Ils n'ont jamais la comparaison par rapport à des gens qui font un Alzheimer et qui n'ont pas fait de sport. Donc je ne dis pas que c'est faux ce qu'ils disent, c'est peut-être vrai. Ce que je dis simplement, c'est qu'ils le disent sur des opinions ou sur des analyses qui sont pour moi biaisées, et c'est peut-être faux, ou peut-être juste, mais en tout cas, ce n'est pas démontré. Et moi, je parle de moi, excusez-moi, ça fait très prétentieux, mais enfin moi, ce qui m'intéresse en santé, c'est ce qui est démontré, c'est pas ce que je crois. Il n'y a jamais été démontré, jamais, de manière rigoureuse, qu'il y avait un lien entre les commotions cérébrales et l'Alzheimer. De manière rigoureuse, ça n'a jamais été épidémiologiquement démontré. Alors, il y a des neurologues très compétents qui pensent que c'est vrai, j'en connais, et des gens remarquables, d'autres qui pensent que c'est faux, mais chacun pense ce qu'il veut.
Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question. Mais tout à fait. Et donc, quand même, sur le sujet des risques et des commotions cérébrales, qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec nous? Parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup que les règles évoluent. Hein. On en parlait aussi ce matin. Donc, c'est aussi... j'ai envie de vous dire pourquoi elles évoluent, si finalement, il n'y a pas tant de risques que ça. Je profite de votre question pour m'excuser de ne pas avoir été présent ce matin. C'est pas à cause de moi, c'est presque à cause de vous, parce que je croyais que la réunion était que l'après-midi. On m'a jamais dit qu'il y avait un truc le matin. J'étais à Paris, j'aurais pu venir. Bon, c'est pas très grave. Non, ce que je veux dire, c'est que les commotions cérébrales, que ce soit avec ou sans Alzheimer derrière, de toute façon, il y a des risques quand même, au moins pour l'encéphalopathie post-traumatique. C'est un problème majeur, majoré, quasi exagéré. J'ose à peine le dire, heureusement que David Broche n'est pas là. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a beaucoup de commotions dans le sport, dans le rugby, dans le foot, dans la boxe et ailleurs. Et que ça fait peur. Deuxièmement, parce qu'il est clair que les commotions peuvent être graves et les symptômes qui sont initiaux et qui paraissent très légers, et qui souvent disparaissent très rapidement, quelquefois ils persistent. Et sans aller jusqu'à l'Alzheimer, il y a des gens qui, de manière chronique, ont des troubles de comportement, de l'humeur, qui, eux, sont graves pour la famille et pour eux, même si ce n'est pas un Alzheimer. D'accord? Donc, c'est le premier problème, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'on est inquiet. Le deuxième problème, c'est que malgré ce que je dis de manière un petit peu excessivement optimiste, il y a quand même, pour les commotions répétées, des risques. Même si ce n'est pas l'Alzheimer, c'est une encéphalopathie qui ressemble. D'autres disent que c'est la sclérose latérale amyotrophique. Enfin, il y a des risques. Et aussi faibles soient-ils, ils sont quasi inacceptables. La troisième raison, vous le savez tous, c'est qu'il y a un gros problème de judiciarisation derrière les commotions. En particulier, d'abord aux États-Unis, avec des avocats qui sont très impliqués et très habitués à faire des procès. Maintenant, en Angleterre et même un peu en France, il y a des gens qui souhaitent faire des procès parce qu'ils ont eu des commotions, qui ne sont pas bien et qui font les reproches aux fédérations de ne pas avoir fait ce qu'il faut pour éviter tout cela. Ces judiciarisations possibles, c'est un problème qui, pour les fédérations, est quasi majeur. Je ne veux pas dire que les fédérations se fichent complètement de la santé et des risques qu'il y a derrière les commotions. Ils ne s'en fichent pas du tout. Mais pour eux, la judiciarisation, c'est le pire. Ça peut être des dépenses énormes. Hein. Et donc, beaucoup de choses sont faites pour éviter les risques médicaux, et c'est très bien, mais aussi pour éviter qu'on reproche aux fédérations de ne pas avoir fait tout ce qu'il faut, et pour qu'en cas de judiciarisation, ils puissent avoir tous les éléments pour dire « nous, on a fait tout ce qui était possible en notre pouvoir ». Et justement, au niveau du rugby, j'en parlerai tout à l'heure si vous le voulez, on fait beaucoup de choses pour surveiller et pour essayer de lutter contre les commotions. Beaucoup de choses. Et vous pouvez peut-être nous détailler quelques mesures? Oui. Je vais vous les détailler. Alors d'abord pour le rugby dit professionnel, c'est-à-dire les matchs de top 14, ce qu'on voit à la télé. Pour le rugby professionnel, pour chaque match, et il y en a une vingtaine par dimanche, pour chaque match, la Fédération française de rugby, le comité médical, désigne un médecin indépendant, un médecin de match indépendant, qui assiste au match et qui, lorsqu'il voit un problème de risque de commotion, demande que le joueur sorte, et il est obligatoirement obéi. Le joueur sort, il examine le joueur, il fait un premier examen qui s'appelle HIA1, enfin on s'en fiche, hein. Voilà, des petits trucs comme ça, et s'il pense que tout va bien, au bout de 12 minutes, il le fait revenir sur le terrain. S'il pense qu'il y a quoi que ce soit, il lui interdit de revenir sur le terrain. Et on fait un deuxième examen 2 heures après, et un troisième examen avec de l'imagerie à l'hôpital, quoi qu'il arrive, même si le deuxième examen est bon, 72 heures ou un peu plus après. Donc ça, c'est un premier élément auquel s'ajoute pour chaque match
un médecin qui visionne sur une vidéo le match et qui vérifie qu'un joueur n'a pas eu un risque de commotion en restant sur le terrain parce que le médecin ne l'a pas vu ou quoi, etc. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour une vingtaine de matchs par dimanche. Le salaire du médecin de match est de l'ordre de 600 € pour la journée, plus la vidéo, plus l'analyse de tout ça qui est fait à la fédération par une technicienne d'études cliniques plein temps et par David Broche que vous avez eu ce matin. Tout ça représente, là je parle de rugby professionnel, un peu plus de 500 000 € par an de dépenses. Alors, ce n'est pas à moi de juger si c'est trop ou pas trop. On ne donne jamais assez pour protéger la santé. Mais enfin, ce n'est pas négligeable. Et c'est loin d'être négligeable. 500 000 € par an pour la surveillance dont je parle. Pour le rugby amateur, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plus de matchs. Même si c'est moins dangereux au sens brutalité, il y a quand même des commotions. Et là, on était embêtés parce qu'il n'y a pas des médecins, même pas d'équipe souvent. Et encore moins un médecin de match. Parce que si on devait payer un médecin de match pour chaque match amateur, là, ce n'est pas 500 000 €, ça serait 500 millions d'euros. Et la décision qui a été prise il y a quelques années, c'est d'autoriser, après l'avoir formé, il est formé à la fédération par des médecins, d'autoriser et même d'insister auprès de l'arbitre pour que dès qu'il voit un problème d'une possible commotion, quelqu'un qui est comme ça, qui est par terre ou quoi, il donne ce qu'on appelle un carton bleu et le joueur est obligé de sortir et lui ne reviendra pas quoi qu'il arrive sur le terrain. C'est pas comme dans le rugby professionnel où éventuellement il revient. Et ça a été extrêmement efficient. Ça a permis de faire sortir du terrain des gens pour lesquels l'arbitre a dit qu'il y avait un risque quelconque. Ils sortent et ils ne reviennent pas. Ça, c'est tous les problèmes de... comment dirais-je, les règles administratives, les règles pour essayer d'éviter que quelqu'un qui a une commotion reste sur le terrain et en face d'autres. Il y a aussi, je pense que David Broche vous en a parlé, lorsque la personne est sortie du terrain et qu'il ne rejoue plus pendant 12 jours, une évaluation très claire et je ne sais pas s'il y a de l'imagerie d'ailleurs, enfin en tout cas neurologique précise pour savoir s'il peut revenir ou s'il doit encore attendre. Et puis il y a, et c'est très difficile, je ne suis pas sûr que ça n'est pour le moment très expérimental et je crois avec une avance en France par rapport à d'autres fédérations, là encore grâce à David Broche, il y a comment prendre en charge cliniquement quelqu'un qui a eu une commotion avec des signes qui paraissent au début des signes un peu simples, un peu ébrieux ou comme ça, et un peu énervé pendant 2-3 jours. Souvent, très souvent, ça s'arrête au bout de quelques jours, très vite, mais il y en a pour lesquels ça continue. Et la prise en charge de ces patients est extrêmement difficile, très délicate. Il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus, avec un rôle possible d'action sur les yeux, avec, enfin, il y a des choses que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas vous en parler, mais il y a beaucoup de travaux là-dessus. La France est assez en avance là-dessus, mais on n'a pas de garantie de succès absolu, et c'est un peu notre grande préoccupation. Merci beaucoup. Alors, je pense que le docteur Mokhtar Benouane est toujours dans les embouteillages, mais il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Le nom d'Emmanuel Oran est resté aussi sur cette diapositive, mais il s'est excusé. La Fédération française de football n'a pas souhaité être représentée. Ce que je vous propose, c'est peut-être de poser des questions au professeur Salamon, si vous en avez, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Alors, je me décale parce que j'ai la lumière dans les yeux, mais n'hésitez pas à lever la main. Moi, je ne vois rien du tout parce que j'ai les... Oui, voilà, c'est pour ça que je me permets d'avancer un peu. Oui, Hélène ? Par rapport aux joueurs... Attendez, parce que non seulement je vois rien, mais j'entends mal. Donc, je me rapproche. C'est mon âge. Oui, allez-y. Par rapport aux joueurs amateurs, donc dans les clubs, les éducateurs sportifs, sont-ils sensibilisés? Ont-ils une formation notamment sur l'encéphalopathie traumatique chronique?
qui pourrait rassurer les parents ou qui pourrait leur permettre aussi d'être plus attentifs, notamment sur le sujet des commotions et des bonnes pratiques à mettre en place? Bon, je ne peux pas vous dire oui, parce que je pense que ce n'est pas le cas, et qu'en plus, je ne suis pas sûr qu'il faudrait le faire. Je ne suis pas certain qu'un gamin qui joue, on va lui expliquer ce que c'est l'encéphalopathie post-traumatique. Ce qui est fait, par contre, et on s'en est rendu compte dans l'enquête dont je ne vous ai pas parlé, mais si le footballeur n'arrive pas et qu'il reste du temps, je vous en parlerai. Vous voyez quand même que le rugby est plus sérieux que le foot. Hein. C'est la boxe, en l'occurrence. C'est la boxe, donc il ne faut pas dire trop de mal. Non, ce que je dis, c'est qu'on s'est rendu compte sur une enquête épidémiologique que nous faisons à Bordeaux sur le rugby amateur, une énorme enquête sur 180 clubs, en suivant toutes les blessures pendant toute l'année, entraînement ou match, on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui ont pratiqué le rugby ne seront pas étonnés parce que c'est de la palissade, que la circonstance la plus fréquente des blessures et des commotions en particulier, c'est le plaquage. À la fois subi, quand on le reçoit dans la tête, et à la fois reçu. Non, subi et reçu, c'est pareil. Et à la fois fait. C'est-à-dire, celui qui plaque ou celui qui est plaqué, ce sont les circonstances les plus fréquentes des blessures en général et des commotions en particulier. Et donc l'action qui a été faite de manière très forte à la Fédération française de rugby, c'est de former les entraîneurs, surtout pour les jeunes, pour expliquer comment il faut plaquer. Parce que contrairement à ce que les gens peuvent croire en regardant la télé, même des joueurs expérimentés, il y en a beaucoup qui ne savent pas plaquer, qui plaquent mal, en positionnant mal la tête ou en arrivant tête baissée. Et donc, ce qu'on est en train de faire avec la direction technique nationale, c'est pas le comité médical, on est associé, mais c'est d'améliorer l'entraînement au maximum pour apprendre, surtout aux plus jeunes, comment plaquer sans risque, et pour celui qui est plaqué, et pour celui qui plaque. Il y a aussi des règles qui ont été inventées, vous le voyez à la télé, chaque fois que vous voyez un carton jaune, un carton rouge, parce qu'il a touché la tête ou qu'il a touché le truc, ça c'est des règles aussi pour protéger contre les commotions. Et puis il y a une règle aussi maintenant, surtout chez les jeunes, où on demande qu'ils plaquent en dessous de la taille. C'est pas une règle que j'adore parce que quand ils arrivent en fonçant sur la hanche, ils risquent aussi de se faire mal à la tête. Mais ça, pour l'instant, la direction technique nationale considère que c'est mieux de faire ça que de ne pas le faire. Moi, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. Une autre question ? Il y avait ce matin aussi une remarque sur l'évolution des joueurs, qui sont quand même beaucoup plus costauds, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, très musclés, très voilà. Donc là, est-ce que ça n'a pas non plus un impact sur c'est un impact positif, choc, forcément? Ah non, c'est un impact positif, parce que quand vous avez les muscles du cou qui sont solides, ça protège des commotions. Au sens des commotions dont on vous a parlé, j'espère, ce matin, qu'il faut distinguer des chocs sur la tête. La commotion, ce n'est pas le choc sur la tête, même si le choc sur la tête peut entraîner des commotions. C'est aussi des petits trucs. C'est aussi le footballeur qui fait une tête. Hein, ce sont des petites modifications du mésencéphale avec des petites modifications biologiques. Ce n'est pas le gros choc. Hein. Et donc, si on muscle bien à ce niveau-là, c'est plutôt protecteur. De la même manière, dans les recherches qu'on est en train de faire, on est en train de se rendre compte que comment on appelle ça? Ce qu'on met dans la bouche. Le protège-dents. Pas le micro, oui. Le protège-dents. Le protège-dents est un facteur qui favorise aussi la protection contre les commotions. Et on est un peu embêté parce que chez les rugbyman professionnels, pour de multiples raisons, parce que les chocs sont violents, ils ont tous pratiquement ces protège-dents. Mais dans le rugby amateur, non. Et pourtant, on aimerait bien qu'ils le mettent, parce qu'on sait, ça a été démontré mécaniquement, que le protège-dents, moi ça m'a étonné, mais c'est comme ça, avait un effet protecteur, pas de 100%, mais protecteur sur les commotions cérébrales. On travaille aussi beaucoup, j'anticipe une question que vous allez peut-être me poser, c'est qu'est-ce qu'on fait comme recherche et comme progrès dans ce domaine? Il y a beaucoup de travail de recherche sur les commotions, pour les raisons que j'ai expliquées, parce que c'est très médiatisé, et qui sont des questions de recherche souvent assez difficiles. Il y a des problèmes de recherche autour de tout ce qui est biologique,
avec des gens très compétents pour travailler là-dessus. Et c'est pas parce que je suis à Bordeaux, mais à Bordeaux, il y a une équipe extrêmement solide. Vous avez entendu Hélène Cassou de Salle ce matin, qui travaille avec d'autres personnes qui sont très compétents sur ce domaine-là, c'est-à-dire les aspects biologiques, avec des études compris sur la salive. Bon. Il y a aussi des études sur des protège-dents connectés pour mesurer l'impact. Il y a des études sur la photo, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc, un spécialiste des yeux qui travaille beaucoup là-dessus. Et toutes ces recherches, elles sont intéressantes, il faut les faire, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elles aient débouché sur la solution du problème. Peut-être aussi une réaction sur ce que nous disait le rugbyman ce matin, que les règles évoluaient pour faire du rugby un sport qui était plus un sport d'évitement que de contact. Vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend des gens. Si vous allez à Toulouse, qui est une équipe exceptionnelle, on vous dira que, et c'est pour ça qu'ils sont exceptionnels, ils font de l'évitement. Et si vous allez à Toulon, qui est une équipe exceptionnelle, on vous dira que ce qu'on veut, c'est rentrer dedans. Il y a deux manières de pratiquer le rugby, si vous voulez. Si je caricature, il y a le rugby d'évitement, de passe, et puis il y a le rugby où on peut montrer qu'on va massacrer le mec en face. Et c'est vrai que quand vous voyez jouer là, en ce moment il y a la Coupe du Monde, regardez bien, et regardez jouer les Springboks, vous verrez s'ils font de l'évitement. Ils ne risquent pas d'éviter, c'est l'inverse. On va les retrouver sûrement en finale, on va rigoler, mais on va gagner quand même, mais c'est pas sûr. Ça, c'est un rugby de non-évitement. Et quand vous voyez jouer l'Uruguay, sympathique, les Fidji, qui ont battu l'Australie, même les Blacks, qui sont pourtant très costauds, vous voyez beaucoup d'évitement. Et en France, on est entre les deux. Il va falloir choisir. On joue beaucoup l'évitement, parce qu'on a des trois quarts jeunes et brillants, mais on est aussi un pack solide et avec des gros costauds qui veulent rentrer dedans. Et très sincèrement, je ne suis pas un grand joueur de rugby, vous pouvez l'imaginer. J'ai même été un tout petit joueur, au sens de la compétence, mais j'adore ça. Ceux qui vous disent c'est un sport d'évitement, ou ceux qui vous disent c'est un sport de rentrer dedans, ils ont tous les deux raison, parce que c'est les deux. Le rugby, c'est les deux. Devant, on rentre dedans, et derrière, on évite. Très bien. Pas de... Oui, Président ? C'est juste pour savoir si vous avez des connexions avec le jeu à 13 aussi. Est-ce que vous avez des relations ou des connexions avec le jeu à 13 ? De joueurs à 13, non. C'est dommage, d'ailleurs. C'est dommage parce que on s'est rendu compte, par exemple, que les joueurs à 7, les 7, dont on s'occupe un peu plus maintenant parce qu'il y a les Jeux Olympiques, ils ont, et c'est pas surprenant quand on vous le dit, mais on n'y avait pas pensé, ils ont plus de blessures que les joueurs à 15. Ils ont plus de blessures que les joueurs à 15. Ils foncent, ils vont. Et on l'a étudié, il y a plus de blessures là. Il y a un peu moins de commotion au sens dans les mêlées, mais ce n'est pas les mêlées qui donnent des commotions. Il y a plus de blessures, y compris des commotions. Je parle des mêlées parce qu'il y a, si vous vous intéressez au rugby, j'imagine que oui, il y a, à mes yeux, un paradoxe entre tout ce qu'on dit et ce qu'on fait sur les commotions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, hein. 500 000 €, tout ça, tout le monde en parle. On fait des réunions à la maison de la chimie sur commotion et Alzheimer. Ouais. Et tout ce qu'on ne dit pas, je ne dis pas qu'on ne fait rien, sur le rachis cervical. Les blessures létales, il y en a, chez les, aussi bien amateurs que professionnels. Il y a des morts. Il y a des gens qui sont tétraplégiques ou paraplégiques. C'est toujours le rachis cervical, si jamais les commotions cérébrales. Et c'est ça la vraie, pour moi, dangerosité du rugby. Je n'ai pas dit que les commotions cérébrales, c'est pas important, hein, mais voilà. Et dans le rugby à 7, ce genre de pathologie est rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mêlées. Par contre, toutes les blessures, y compris les commotions, quand ça va vite ou quoi, il y en a beaucoup plus dans le rugby à 7 que dans le rugby à 15. C'est la raison pour laquelle je ne connais pas le rugby à 13, c'est une autre fédération, vous savez ça.
mais je me demande si c'est pas proche du rugby à 7, c'est-à-dire il court vite beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mêlées, et peut-être qu'en termes de blessures, ça serait intéressant de l'analyser, mais vous savez, les fédérations, c'est les fédérations. Hein. La fédération du rugby à 15 ne s'intéresse pas au rugby à 13. Ah oui, c'est sûr qu'il doit y en avoir. Hein. Alors je vais vous parler, en attendant la prochaine question, je vais vous parler de l'enquête qu'on a faite avec l'Université de Bordeaux. Vous avez compris que je viens de l'Université de Bordeaux, comme Dartigues, comme Madame Cassou de Sales, etc. On a fait, moi j'étais très ennuyé quand j'ai pris la présidence de la fédération de ce rugby bashing, je disais les deux, hein, et j'ai dit au président de la fédération, à l'époque c'était Bernard Laporte, qu'il était inadmissible qu'une fédération comme nous ne sache pas objectivement et clairement quelles étaient les blessures dans leur domaine, dans le rugby. Parce qu'on entend parler, etc. Et je les ai convaincus de nous donner les moyens à Bordeaux de faire une enquête épidémiologique traditionnelle, descriptive, dans le rugby amateur où il n'y a jamais rien, parce que dans le rugby professionnel, il y a de la médecine du travail, tout est connu, quoi. On sait ce qui se passe. Mais dans le rugby amateur, non. Et donc on a fait une étude qui se poursuit de saison en saison pour voir l'évolution sur les blessures dans le rugby amateur, qui est construite de la manière suivante. Les clubs sont volontaires ou pas. Pour l'instant, on en est à 150 à 200 clubs volontaires, pour que dans leur club, un référent reconnu s'intéresse à 1, 2 ou 3 équipes, pas plus, parce qu'il y a, hein, et qu'il s'engage à recueillir toutes les blessures, entraînement comme match, pendant toute la saison, pour les équipes dont il est référent. Alors souvent, il se fait aider, hein, et on lui fournit, parce que maintenant c'est fait de manière assez, un smartphone, enfin on ne lui fournit pas toujours, parce que s'il a, on ne lui en donne pas un autre, et tout est fait maintenant, parce qu'au début c'était papier, hein, la première année. Tout est fait maintenant très rapidement sur smartphone. Il note le poste du joueur, quel est le poste, hein, la topographie de la blessure, les circonstances de la blessure, plaquage, la gravité telle qu'il l'aperçoit de la blessure. Il n'est pas médecin, donc il n'en dit pas plus, et est considéré comme blessure toute sortie du terrain sans retour. Et ça nous permet d'avoir chaque année une base de entre 1500 et 2000 blessures qu'on analyse. Il y a des rapports qui sont faits chaque année et qui permettent à la fédération, pour le rugby amateur, ça n'existe pas ailleurs, même pas dans le monde, de savoir en fait quelle est la réalité. Et j'ai un papier, peut-être que je l'ai là, j'espère. Parce que je me suis dit, peut-être qu'elle va me poser la question. Et je vais vous donner l'exemple, juste quelques chiffres, hein, de la dernière saison, 2021-2022, la saison en cours, on n'a pas encore l'analyse. On a 182 clubs qui ont accepté de participer. Ça nous permet de suivre 330 équipes. Et on a étudié 2500 blessures. On a une incidence globale de 27 blessures pour 1000 heures de jeu. Parce que dire il y a tant de blessures, la fréquence, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est combien on a de blessures pour un certain nombre d'heures de jeu. C'est ce qu'on appelle l'incidence. C'est-à-dire qu'on a 5 blessures pour 10 matchs. On a une suspicion de commotion, c'est ça qui est intéressant, avec une incidence de 2,5 pour 1000 heures de jeu, ce qui correspond à une suspicion de commotion pour 17 matchs. Et suspicion, on a bien formé les références, c'est pas juste, il est tombé une suspicion. C'est suspicion, je pense qu'il y en a les 2/3, ou au moins la moitié qui sont vérifiés. 1 pour 17 matchs. Et puis plein d'autres choses, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Et ça permet à la fédération de ne pas avoir le ridicule et l'irresponsabilité de dire, écoutez, il y a sûrement des choses, mais on ne sait pas. Voilà. Cette enquête, elle a maintenant 3 ans, 3 saisons, on la continue.
de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de clubs. Ça permet aussi de retourner au club leurs résultats. Ça nous permet aussi de faire ce que j'appelle une culture de santé publique en expliquant au club qu'est-ce que c'est. Ça nous permet, avec la direction technique nationale, de voir où c'est qu'il y a des problèmes. Là, je parlais du plaquage tout à l'heure, pour faire de la prévention ou de la formation, ou changer les règles. Et c'est une enquête qui est extrêmement importante. C'est le foot qui arrive. C'est le médecin donc, qui représente effectivement la Fédération française de boxe et qui arrive. Ça y est, je vais être un peu libéré maintenant. Voilà. J'ai peut-être une dernière question, tiens, puisqu'on parlait de la Coupe du Monde de rugby. Vous attendez à voir combien de nouveaux... non, pas de commotion, mais de jeunes qui vont s'inscrire dans les clubs parce qu'ils auront 20%, vu... Monsieur Florian Grill, qui a pris la succession de Bernard Laporte, annonce qu'il espère, et je le crois volontiers, une augmentation de 20% des licenciés. Surtout chez les jeunes. Ce qui veut dire combien de... C'est en milliers? Plusieurs milliers, oui. Plusieurs milliers. Alors c'est important, bon, financièrement c'est pas mon problème, mais c'est important. Mais c'est aussi important parce que là, je le répète, et je le crois vraiment, hein, chez les jeunes, moi j'ai eu 4 enfants et 7 petits-enfants, chez les jeunes, garçons ou filles, je ne connais pas un sport mieux que le rugby. Pas un sport mieux que le rugby. Voilà. Le tennis, ils sont tout seuls, il n'y a pas de convivialité, psychologiquement ils deviennent dingues. Au foot, c'est brutal réellement, avec des spectateurs qui sont chauvins et une ambiance délétère. Au volleyball, c'est pas mal peut-être, mais il n'y a pas de terrain. Au basket, il faut faire 2 mètres. Bon, et la le boxe, rugby, c'est le mieux. C'est de loin le mieux. Voilà. Et la boxe, non? Et la boxe, pour les filles, peut-être pour se défendre. Mais... Je posais la question parce que le docteur Amin Mokhtar Benouane arrive, il nous rejoint. Je pense que vous avez eu beaucoup de mérite parce que vous avez passé un long moment dans votre voiture. Donc merci, on est ravis de vous accueillir. Prenez place. Tenez. Alors nous avons parlé depuis le début de cette table ronde des liens entre le rugby, les commotions, etc. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, pardonnez-moi, mais est-ce que vous diriez que la boxe c'est dangereux? Est-ce que la boxe présente des risques de commotion, et est-ce qu'il faut s'intéresser, est-ce qu'il faut examiner cette question un peu plus qu'on ne le fait peut-être aujourd'hui encore? Alors d'abord, toutes mes excuses, je vous présente mes excuses. J'ai eu beaucoup de mal pour arriver. En arrivant, j'ai entendu défendre la boxe, ça va être compliqué. Pour répondre à votre question, c'est oui. C'est bon, j'ai fini. La boxe, c'est dangereux? J'ai bon. Bien évidemment que la boxe, c'est dangereux. Alors après... Non, j'allais dire, on peut distinguer amateur et professionnel, mais je pense que vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Alors effectivement, on peut distinguer les différentes pratiques de la boxe. Alors on va commencer par la plus dangereuse. Ça va être plus simple. C'est la boxe professionnelle. Alors pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que le but de la boxe, c'est écrit en toutes lettres, c'est de mettre hors de combat son adversaire. Et idéalement, le mettre KO. Donc vous pourrez comprendre que c'est... Alors on pourra dire, j'ai mes amis du foot ou du rugby, il y a beaucoup de gens à la boxe, ils vont vous dire ouais mais attention au rugby, ils se prennent beaucoup de coups et tout, ils sont 30 sur le terrain. C'est quand même mieux quand on est 2 avec un arbitre qui est plus vigilant, qui va arrêter dès que ça commence à aller mal. C'est possible, après il va falloir examiner ça de près pour savoir laquelle des 2 disciplines est la plus mauvaise pour le cerveau. La différence fondamentale, moi je pense, j'espère qu'il n'y a personne de la fédé de boxe ici, la vraie différence, c'est qu'à la boxe, dans les sports de combat, contrairement aux autres sports, c'est la finalité du sport en fait, de faire mal à l'autre. Et ça n'existe que dans les sports de combat. Dans les autres sports, même si c'est bon de mettre un petit coup de coude de temps en temps quand l'arbitre ne regarde pas, c'est pas le but, c'est pas ce qui est recherché. À la boxe, c'est ce qu'on recherche. Et c'est ce qui en fait une pratique dangereuse. Sauf que, il y a différentes pratiques à la boxe. Donc la boxe professionnelle, ce sont donc des professionnels, des gens qui sont censés vivre de leur boxe, mais en réalité,
allez, sur les 400 pros qu'on a en France, il y en a 3 ou 4 qui vivent de la boxe, c'est un maximum. Donc en général, ils n'en vivent pas. Ce qui en fait une pratique professionnelle, c'est le règlement. C'est-à-dire que les boxeurs professionnels vont boxer avec moins de protection au niveau des mains et des gants. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais les mains sont entourées d'un bandage et au-dessus on met un gant. À la boxe professionnelle, le bandage est dur et le gant est assez peu rembourré. Donc il y a une véritable volonté en fait de faire mal, voire même de mettre l'adversaire KO. Et puis au niveau des durées de combat, un boxeur professionnel commence par 4 reprises de 3 minutes. Il passe à 6, 8, 10 et 12. 12 reprises de 4 minutes, c'est extrêmement long. Hein. Ça fait, il y a 1 minute de repos, 4 x 12, ça fait 48 minutes. On est à pas loin d'1 heure pendant lesquelles les 2 boxeurs, souvent, se mettent beaucoup de coups. Donc ça, c'est la boxe professionnelle qui s'adresse quand même à des boxeurs confirmés qui, normalement, devraient savoir au moins se protéger. On reviendra là-dessus parce que ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, vous avez la pratique de la boxe amateur. La boxe amateur, c'est une boxe, donc comme son nom l'indique, qui est adressée à des amateurs. Les bandages sont mous, les gants sont rembourrés et les durées du combat sont moins longues. On commence par 3 reprises de 2 minutes et on passe au maximum à 3 reprises de 3 minutes. Dans les années 80, il y avait eu beaucoup d'accidents, et en particulier aux États-Unis, on avait même envisagé d'arrêter la boxe. Et là, les instances internationales se sont dit, bon, on va essayer de donner un peu de respectabilité à notre discipline. Et donc, on a dit, les boxeurs vont porter un casque, le jugement va être beaucoup plus strict, on va les arrêter plus facilement, voilà. Et donc, ça, on a commencé comme ça, alors de mémoire, c'était au JO de 84 à Los Angeles, et puis ça a duré jusqu'en 2005. Et en 2005, il y a eu la concurrence de sports beaucoup plus spectaculaires, les boxes pieds-poings et en particulier le Muay Thai, et l'arrivée du MMA. Et donc la boxe a vu son public disparaître. Pour ça, et certainement pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais on a considéré que c'était surtout pour ça. Et on s'est dit, bon ben, on va mettre du spectacle. Et du spectacle, c'est quoi? Ben, on retire le casque. Et puis, on change le mode de jugement qui fait que la boxe amateur est devenue une boxe violente. C'est le cas de le dire. La différence, si vous voulez, avec la boxe pro, c'est qu'un boxeur pro, il fait 3 à 4 combats par an. Et qu'un boxeur amateur, il peut en faire 20. L'autre différence, c'est le nombre. En France, on a 350, 400 pros, contre plusieurs milliers de boxeurs amateurs. Donc statistiquement, on va peut-être plus mettre en danger des boxeurs amateurs qui boxent plus souvent, qui sont plus nombreux, et qui sont novices, donc qui sauront peut-être moins bien se protéger. Ça, c'est les boxes qui font mal, en particulier au cerveau. Et après, il y a les autres pratiques qui sont moins connues, mais qui restent très intéressantes. C'est tout ce qui relève du loisir. Et puis, il y a une discipline à la Fédération de boxe qui s'appelle la boxe éducative asso. Alors, je ne sais pas pourquoi éducative, parce qu'elle est possible à tout âge. Hein. Mais en fait, c'est là qu'on est censé apprendre la technique de la boxe. Alors, la boxe éducative asso, c'est une boxe où les protections sont encore plus renforcées, le casque est forcément obligatoire, et les coups ne sont pas portés. Il s'agit de toucher seulement. Et là, vous avez affaire à une pratique que moi, pour le coup, je conseillerais. Parce que la boxe, tous les sports sont bons pour la santé, mais la boxe est un sport qui est, là je vais défendre ma fédé, qui est particulièrement bon, parce que ça permet de tout travailler. On peut travailler, bien sûr, le cardio, l'endurance, mais aussi on peut travailler les réflexes, on peut travailler la coordination des mouvements, on peut travailler l'équilibre. On peut même travailler la mémoire, hein, puisque je pense que c'est un peu le but. Vous me disiez hein, que ça pouvait être très bon pour des personnes malades d'Alzheimer. On parle bien de boxe éducative. Alors, forcément bon. Hein, en plus de tout ce qu'on a dû dire, je suis désolé, j'étais pas là. Donc, le sport, ça va socialiser, ça va avoir un impact sur l'humeur, sur plein de choses. Et puis, il y a des sports... Alors, je suis là pour défendre aussi un peu la boxe, qui aussi vont faire appel à la mémoire.
parce que la boxe est un sport de stratégie et on apprend aux boxeurs des enchaînements de mouvements qui se transforment en coups, bien sûr, mais ce sont des enchaînements de mouvements qui ne sont pas tous les mêmes. Et quel que soit le niveau du boxeur, hein, y compris les professionnels, dans leur entraînement, ils apprennent des enchaînements de mouvements. Et puis il y a une autre discipline qui s'appelle l'aérobox, qui est beaucoup plus confidentielle, où là, ce sont des chorégraphies. Alors il y a de la musique, et puis il y a un groupe de danseurs, et puis ils ont une chorégraphie en faisant bien sûr des mouvements de boxe, parce que sinon ça ne se rappellerait pas aérobox. Vous m'aviez parlé, hein, quand on avait évoqué ce sujet ensemble, du docteur Georges Pérez. Vous pourrez nous le présenter peut-être. C'était un boxeur et qui a travaillé sur les commotions. Alors effectivement, Georges Pérez est docteur, donc il est médecin, et il a été boxeur amateur. Comme quoi, on peut conserver quelques neurones quand on boxe, ou alors on n'en a pas vraiment besoin pour être médecin. Mais... peut-être les deux. Georges Pérez, il a conservé ses neurones. Je ne sais pas si ça lui a servi à être médecin, mais je peux vous garantir qu'il les a encore. C'est un ami d'abord, hein, et puis c'est un médecin qui n'a rien à voir dans sa pratique avec la boxe, il est gynécologue. Donc, on n'est pas du même côté. Donc, Georges Pérez a boxé à un bon niveau en amateur dans un club réputé qui s'appelle le Red Star, hein, le RSOA. Plus connu d'ailleurs pour le foot que pour la boxe, parce qu'il me semble que c'était le club de Jules Rimet, le RSOA, le créateur de la Coupe du Monde. Et Georges Pérez a fait, il y a quelques années déjà, une étude qui en France est selon moi l'étude de référence qui a permis de mesurer l'impact de la boxe sur le cerveau. Et donc il a pris des boxeurs, hein, un panel de boxeurs qu'il a suivi régulièrement en leur faisant l'examen le plus pointu de l'époque, c'était l'IRM cérébral, ça l'est encore d'ailleurs. Et puis il a fait cette étude pendant quelques années. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lui parler à Georges Pérez. Non, hein. Mais il faudrait. Il vous a pas répondu. Et donc lui, ce qu'il constate, c'est que l'IRM ne montre rien. Entre deux combats, ou d'une année sur l'autre, l'IRM ne va rien montrer. Par contre, quand on fait des tests à distance, on voit que pour beaucoup de boxeurs, il y a des séquelles neurologiques. Alors, ça prouve déjà que l'IRM est peut-être un examen pas suffisamment sensible pour détecter les petites lésions. Et ça, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que beaucoup de gens, ils se basent sur l'IRM. Il y a des boxeurs qui me disent, mais moi, mon IRM est bonne, donc je n'ai rien au cerveau. Alors je leur dis déjà, n'attendez pas qu'elle soit mauvaise, essayez d'arrêter avant, parce que ce serait un peu bête. Et puis l'IRM ne va pas tout vous montrer. Je leur fais je leur dis en général, vous savez, l'IRM, c'est après tout, ce n'est qu'une photo, et une photo de mauvaise qualité. Hein. N'importe quel téléphone peut prendre de meilleures photos. Mais si vous prenez une échelle toute pourrie, vous la peignez bien et que vous photographiez l'échelle, vous ne saurez pas si elle est solide. La seule façon, c'est comme on faisait dans le temps, c'est-à-dire mettre son pied sur une marche et puis bien l'appuyer. Et ça, c'est l'examen neurologique, qui va nous permettre de détecter des séquelles qui ne sont pas forcément visibles à l'IRM. Donc l'intérêt, c'était d'une part ça, et puis il a quand même pu faire la différence entre différentes catégories de boxeurs d'un point de vue technique. Ça, les techniciens de la boxe le savent, ils vont dire, un tel c'est un puncher, l'autre c'est plutôt un technicien, et le troisième c'est un encaisseur. Alors c'est quoi un encaisseur ? C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des coups sur la tête et qui résiste très bien aux coups sur la tête. Et on en voit malheureusement à la boxe. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de la boxe professionnelle, en vous disant ils savent se protéger, il y en a qui savent peut-être se protéger, mais qui volontairement ne se protègent pas parce que ça a un impact psychologique énorme sur l'adversaire. Vous imaginez ce type, vous n'arrêtez pas de lui donner des coups sur la tête et il ne bronche pas. Et donc, ceux-là, les séquelles, elles sont évidentes.
Et on les retrouve même sur des images de l'IRM à distance. Et je ne sais pas si ça prouve quelque chose, je ne sais pas si ça nous apprend quelque chose, mais on voit bien que quand on se prend des coups dans la tête, il y a forcément un impact. Après, comme pour tout, il y a des variabilités qui sont dues à la nature, on va dire. Voilà, comme pour tout, il y a des gens qui vont... je sais pas, moi, il y a des gens qui vont beaucoup manger, prendre peu de poids, d'autres qui vont fumer et pas avoir de cancer, et d'autres qui vont se prendre des coups à la tête et chez qui on va. Mais globalement, les encaisseurs sont des gens qui finissent par avoir des séquelles. C'est très difficile à mesurer. Alors on nous le reproche beaucoup à la Fédération de boxe en nous disant « mais vous ne savez pas ce que deviennent vos anciens boxeurs ». Alors là, pour le coup, c'est pas pour trouver des excuses, mais je ne sais pas si la Fédé de tennis sait ce que deviennent tous les anciens tennisman ou la Fédé de badminton. Ce qui est évident, c'est que nous, les anciens, on en côtoie encore quelques-uns parce qu'ils sont restés dans le milieu de la boxe. Il y a un biais, parce que forcément, c'est ceux qui vont certainement le moins mal, qu'on arrive à voir. Ce qu'on constate par contre, c'est que c'est des gens qui restent en très bonne condition physique, parce que la boxe est un sport extrêmement exigeant. C'est vraiment très très dur de s'entraîner. Mais par contre, on a l'impression qu'ils résistent moins bien à tous les problèmes neurologiques. C'est-à-dire qu'un boxeur qui aurait une pathologie non neurologique qui est liée à son âge va peut-être s'en sortir mieux que la moyenne. Par contre, s'il a un AVC, on voit très très vite que les séquelles, elles vont être là, et puis l'évolution va se faire très très vite. Merci beaucoup. On arrive déjà au terme de notre table ronde, mais si vous avez une ou deux questions pour le docteur Mokhtar Benouane, président. C'est pas une question, c'est une précision. Vous avez dit que, je parle des protections, vous avez dit que les milieux amateurs maintenant enlèvent les protections, mais aux Jeux Olympiques, qui sont les amateurs, qui sont tous amateurs, ils ont toujours le casque. Ah bon? Alors, je suis vraiment désolé parce que je suis arrivé en retard et du coup, j'ai pas envie de déborder. Les amateurs, alors ça c'est une histoire extraordinaire, mais il faut que je vous la raconte quand même. Les amateurs retirent leur casque à partir du 6e combat. Donc les 5 premiers combats, ils le font sans casque, en 3 reprises de 2 minutes, et ensuite ils retirent le casque. Le casque protège très peu le cerveau, hein. C'est pas un casque de moto, hein. C'est un casque, mais incontestablement, il va amortir les coups. Hein. On ne peut pas dire qu'il ne protège pas du tout, il protège beaucoup plus la peau en fait que le cerveau. Mais l'histoire, c'est que l'Association internationale de boxe amateur de l'époque, hein, qu'on appelait l'AIBA, nous a sorti une étude en nous affirmant que le casque était mauvais pour le cerveau. En disant, regardez, on a constaté qu'il y avait plus de commotion cérébrale avec casque que sans casque. Alors ils ont des théories du genre, oui, quand on porte un casque, on a tendance à moins se protéger, et ceci et cela. Sauf que les débutants, ils leur disent de garder le casque, et les femmes boxent avec casque toute leur carrière en amateur. Alors soit on ne les protège pas, c'est-à-dire ceux qui débutent et les autres, puisqu'on leur permet de garder ce casque qui est si dangereux, soit les conclusions de leur étude étaient bidons, je ne trouve pas un autre terme. Mais les amateurs boxent sans casque. On va prendre la question de madame. Avez-vous un suivi particulier pour les femmes, puisqu'a priori, on a vu aux Jeux Olympiques, on a vu des boxeuses professionnelles, enfin amateurs performantes en France. Avez-vous un suivi particulier? Avez-vous des consignes particulières par rapport aux femmes? Comment abordez-vous les choses par rapport aux femmes? Merci. Alors, en théorie... Et la dernière question là-haut. Il n'y a pas réellement de suivi particulier pour les femmes, hein. Elles sont exposées aux mêmes contraintes que les hommes. D'ailleurs, il n'y a pas de protection particulière pour les femmes. Certaines disciplines de boxe, de sport de combat imposent ce qu'on appelle un plastron, pas en boxe. Et moi, j'ai discuté avec des boxeuses, elles m'ont dit non, mais jamais une fille ne donnera un coup sur la poitrine d'une autre fille, je ne sais pas si... La seule chose, c'est que oui, effectivement, il arrive qu'on s'adresse aux boxeuses, en particulier pour la gestion du poids. Parce que
la boxe est un sport à catégorie de poids, et donc il faut être en dessous d'une certaine limite, et idéalement au niveau de la limite, parce que ça ne sert à rien d'être... Et puis, en fonction des cycles, il peut y avoir des variations de poids que les boxeuses doivent être amenées à gérer, à savoir gérer sans faire n'importe quoi. Hein, vous imaginez une boxeuse qui arrive aux Jeux Olympiques et à la finale, elle a ses règles, c'est quelque chose qu'il va falloir anticiper, mais ça, j'imagine que c'est le cas pour tous les sports. Tous les sports ont cette préoccupation qui est liée effectivement aux femmes, et parce qu'on sait qu'il y a une perte de la performance, il y a une prise de poids, et ça, il faut anticiper, il faut le faire intelligemment avec un suivi médical, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup. Et donc la dernière question. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question à propos d'un boxeur emblématique, je pense à Cassius Clay. Quand on voit qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce que vous croyez que c'est le bon exemple pour votre activité, pour le déroulement, le développement de votre sport? Alors, en une minute. En une minute. En une minute. C'est le challenge. Alors en une minute, déjà, vous avez bien fait de reprendre votre question parce qu'on ne joue pas à la boxe. On joue au foot, on joue au tennis, mais on ne joue pas à la boxe, preuve que ce n'est pas un jeu. Mohamed Ali, Cassius Clay, a eu une carrière extraordinaire. En fait, s'il est célèbre, d'après moi, c'est plus pour ce qu'il a fait en dehors du ring que ce qu'il a fait sur le ring. C'était un boxeur hors pair, mais c'est son engagement en dehors du ring qui fait que c'est une icône. Il a fini parkinsonien comme beaucoup de boxeurs. Est-ce que la boxe peut favoriser ou entraîner une maladie de Parkinson? Quand on voit les statistiques, hein, on verra qu'il y a plus de parkinsoniens chez les boxeurs que chez les non-boxeurs, donc oui, mais c'est comme toutes les statistiques, et je ne botte pas en touche, rien ne dit que Mohamed Ali n'aurait pas eu la maladie de Parkinson s'il n'avait pas boxé. Incontestablement, ça n'a pas dû arranger les choses. Je ne dis pas que, peut-être pas dans le déclenchement, mais au moins dans cette évolution, il faut savoir que Mohamed Ali s'est pris extrêmement peu de coups en début de carrière, et il s'en est pris beaucoup, beaucoup, beaucoup à la fin. Merci. Merci beaucoup. On peut vous applaudir tous les deux. Merci professeur, merci docteur.